La Totem, je crois. La Totem. J'espère que vous allez tous bien. 31e El Clasico. El Clasico d'après un Clasico. Aujourd'hui, comme d'habitude, accompagné de Sacha, mais surtout, on a un guest que vous avez déjà vu, que vous avez surtout déjà entendu. John, John, comment tu vas? Ça va bien, toi, Axel? Moi, ça va. Honnêtement, ça va. On va parler de mon état, je pense, un peu plus après, mais ça va. Et toi, Sacha, comment tu vas là? Eh ben moi, ça va super bien, les amis. Oh. Première victoire en Classico de l'histoire de la chaîne El Classico. Alors, Axel m'a habitué à sortir le champomis. Ah, j'ai dû lui sortir le rhum, bah quand même. Donc Euh, voilà. Donc, santé à toi, John. Santé à moi aussi. Non, mais santé, Santé, Délecté, en fait. santé, santé, Sacha. vous l'avez mérité, mais bois bien, tu le mérites. Ah, Ah, merci. attention, après Sacha, tu donnes du grain à moudre à ceux qui disent que les Madrilènes ont fêté cette victoire comme un titre, Je hein. crois qu'avec comment j'ai fêté les 3 derniers Ah, classicos sur la chaîne, il peut boire un peu de rhum, hein. franchement, je fais vraiment pas la pub, hein. N'achetez pas ça. C'est dégueulasse. Carrément. Ça, c'est pas grave, c'est pour la victoire. C'est la victoire qui le fait passer. Alors, au programme du jour, vous l'avez deviné, on va débriefer d'abord les matchs de Ligue des Champions qui a eu lieu entre le Real et la Juve et le Barça l'Olympiakos. Ensuite, on va aller là où ce que tout le monde attend, le débrief du Classico. Puis on va un peu s'axer sur le FC Barcelone, se demander bah, qu'est-ce qui s'est passé en fait entre la saison dernière et ce début de saison là, de août au 27 octobre. Et bah, qu'est-ce qu'il faut changer logiquement qu'est-ce qu'il faut améliorer. Déjà des bonsoirs dans le chat. Bonsoir Soir Dave. Dave, j'ai pas encore vu ta vidéo. Même moi, je vais pas regarder. Je regarde pas les débriefs quand on perd. Alors là, des classicos. Voilà. Bah, on va passer directement au premier sujet. On parle de Barcelone tout de suite parce que de toute façon, on va bien y revenir après. De toute façon, ça va aller très vite, hein. Barcelone, Olympiakos, victoire 6-1 du FC Barcelone. Le Barça qui se mettait en jambes avant ce classico dimanche. Le Barça qui avait joué mardi, il me semble. Donc avait le temps et une grosse prestation de Fermin Lopez. Quelles sont vos analyses sur ce match? Tiens, Sacha commence. Alors, le match, bien qu'il finisse sur un score de 6-1, selon moi, a été compliqué pour Barcelone. A été compliqué parce que sur les 60 premières minutes, il y a 2-1 et le carton rouge que prend l'Olympiakos change tout puisqu'ils en prennent un troisième sur penalty, si je dis pas de bêtises. Puis ils en prennent un quatrième et ensuite, ça y est, ils ont lâché. Mais sur les 60 premières minutes, c'est très compliqué. Parce que le Barça s'en sort à la mi-temps avec un 2-0 en ayant concédé des occasions, en n'ayant pas eu énormément d'occasions, surtout en ayant eu beaucoup de mal dans le jeu, dans l'entrejeu. Les relances, c'était catastrophique. Chesney, Koubarsi, Garcia, Tout mais le monde. Ouais. même au milieu, ouais, Pedri, Casado, c'était très compliqué. Et donc, bah, franchement, à 2-1, alors que l'Olympiakos venait d'égaliser, donc vers la 60e, un peu moins, s'il n'y avait pas eu ce carton rouge, franchement, moi, je suis vraiment pas sûr que le Barça aurait emporté la victoire. Donc voilà, moi, je dirais c'est un score un peu trompeur. Je suis vraiment totalement d'accord avec toi sur tous les points. Même le 6-1, c'est surtout parce qu'après le penalty de Yamal, l'Olympiakos s'est relâché à laisser jouer, j'estime. Est-ce que John, tu es d'accord avec nous pour ce match? Alors, non seulement je suis d'accord avec vous, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que malgré le score, au sein de la commu Barça, j'ai senti beaucoup de lucidité par rapport à cette rencontre. C'est-à-dire, le sentiment qui transparaissait après cette rencontre, c'était, c'est pas parce qu'on a fait ce score contre eux que ça nous rassure et qu'on va faire quelque chose lors des grands matchs, que ce soit le Classico ou autre. Et ça s'est confirmé. Voilà. Effectivement, c'est vrai que je suis d'accord avec toi là-dessus aussi. Dans la commu, il y a pas mal. Alors, est-ce que c'est du pessimisme ou du réalisme? Je pense qu'on tend plus vers du réalisme quand on voit la saison dernière qu'on a fait, plutôt que du pessimisme parce qu'on n'a pas envie de s'imaginer le pire. Mais je suis d'accord avec vous. Je pense pas qu'on va rester une éternité sur les matchs de Ligue des Champions parce que c'est pas des matchs à gros enjeux et puis les deux équipes ont gagné, il n'y a pas eu de surprise. Je vais dire un petit mot quand même. Vous le savez, j'aime beaucoup ce joueur. Je le défends beaucoup. Il y a une vidéo un peu sur lui avec Sacha et Dave Godet notamment
qui est là dans le chat, Fermin Lopez, qui nous réalise un très gros match avec un triplé à la clé. Il me semble que c'est son premier dans l'histoire avec le club. Peut-être son premier tout court d'ailleurs en tant que pro. Donc très content pour lui. Et surtout qu'on va en reparler un peu après. Mais j'estime en tout cas qu'il s'impose vraiment en tant que numéro 10. Et moi, j'estimais, on en avait parlé un peu, Sacha, peut-être tu me diras ce que tu en penses et on passera direct à Real Juve, que il était en train, pour moi, il n'avait pas atteint son plafond de verre encore quand on faisait le débat. Et ben, je pense que là, il est encore en train de s'améliorer petit à petit. Et en tout cas, il prend une importance. Je trouve qu'il prend une importance et un poids au milieu de terrain. On se dit plus trop, ah, c'est bon, c'est un milieu pour dépanner ou c'est un milieu pour qu'on met comme ça. C'est vraiment, attention, il est dangereux. Non, c'est vrai. C'est vrai que, attention, il est dangereux, mais moi, je maintiens que pour moi, c'est pas encore un titulaire au niveau du FC Barcelone. Je maintiens que pour moi, de la même façon, par exemple, que j'estime que Eric Garcia, bien que quand l'équipe tourne, il soit très bon. Bon, peut-être que Fermin est quand même au-dessus d'Eric Garcia, mais c'est pas le propos. Bien que Eric Garcia soit très bon quand il joue, qu'il puisse être à plusieurs postes, pour moi, c'est pas un titulaire du niveau du FC Barcelone. Et c'est On pas est- grave, ça veut pas dire que le fameux bon match de Fermin dans un match mid, puis après, c'était Alors pas bon. déjà, Il a euh, marqué quand même. quoi puis après? Il a fait le plus important dans un match de foot. Il a mis un Ah but. bon bah Il a ça y est, c'est un égalisé. bon alors. Donc puis après, on va se calmer. Surtout quand toute l'équipe est à ce niveau-là, que j'ai pas Oh là là, entendu des Pedri, des Yamal, on va se calmer, monsieur David Ledé. T'as fini, Sacha? On passe au prochain match? on passe au prochain match. Et allez, c'est parti. Real Madrid, Il y a quand Juventus. même un peu plus de choses à dire là. Ouais, victoire, ouais, je vais vous laisser parler surtout. Victoire poussive 1-0 du Real Madrid. Je vais quand même un peu commencer, après je vous laisserai terminer avec ce que vous en pensez. Moi j'ai vu, déjà, moi j'ai pas trop aimé le match. Je sais que c'est partagé, il y en a qui ont aimé le match et tout, parce qu'il y a eu des arrêts quand même des deux côtés et tout. Moi j'ai pas aimé le match, j'ai vraiment vu, je suis désolé du terme parce que c'est un peu violent, mais j'ai vraiment juste vu deux équipes mid. J'ai vu un match avec deux équipes qui n'avaient pas trop d'envie, avec des déchets techniques des deux côtés un peu affolants quand même. C'est pas pour autant que, enfin voilà, ils ont mis le Real, on va voir après, a été plus fort que le Barça. J'essaye pas de rabaisser le Real pour les rabaisser. Je dis simplement ce que j'ai vu. J'ai vu vraiment deux équipes pas très bonnes. C'était pas un beau match à voir. Même le but du Real, il arrive un peu sur un éclat de génie de Vinicius qui arrive à passer deux trois joueurs qui le laissent un peu passer aussi. McKennie qui défend pas très bien. Et après, le poteau qui revient sur Bellingham. C'était mérité parce que le Real avait beaucoup plus d'occasions. Mais même la Juve, j'ai surtout ressenti que ils donnaient l'impression qu'ils allaient jamais marquer, qu'ils avaient pas envie de marquer. Le raté de Vlahovic, je sais pas vous, peut-être c'est parce que je suis pas pour le Real, mais je le sentais vraiment, il allait le louper, genre c'était limite sûr qu'il allait le louper, genre. Je le sentais vraiment que c'était fini, qu'il allait jamais le mettre. Et donc c'est un match où bah, le Real gagne un peu parce que c'est le Real Madrid. C'est un match que le Real, que le Barça aurait gagné aussi dans un match pourri. Vous voyez, genre de match où c'est parce que t'es le Real, t'es le Barça, t'es une grande équipe, t'es plus grande qu'eux, t'as plus d'expérience dans les gros matchs. Dans les matchs comme ça, tu finis par gagner. Bah, c'est ce que j'ai ressenti, voilà. John, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Alors, en préambule, il faut quand même rappeler que Tudor a été démis de ses fonctions aujourd'hui. Et je vous donne une info Exclusive. exclusive. Ouais. Exclusive El Clasico, waouh. Vous pouvez rire, Alors, hein. alors là, merci beaucoup. Alors, à 20h18, je ne sais pas, mais cet après-midi, à 15h, la Juventus cherchait un entraîneur. Donc, ils l'ont destitué sans savoir quel est son remplaçant. Mais ça a été annoncé là? Oui, par Ah tous ok. les. Ok, En ok, tout ok. cas, par Ah, je me doute Fabrizio. qu'il cherche un entraîneur. Oui, non, mais tu peux destituer un entraîneur en connaissant déjà Ouais, son c'est vrai. successeur. C'est vrai, Tu j'avoue. vois. Là, moi, je vous le dis, ils connaissent pas encore son successeur. En tout cas, cet après-midi. Maintenant, ça a pu évoluer. Ok. Mais Merci pour l'exclu pour classico. dire, en fait, moi, j'ai regardé le match une deuxième fois à froid. Ok. Et il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait, voilà, les gens, ils ont relevé que dans le premier quart d'heure, la Juventus aurait pu faire mal. Effectivement, ils se sont approchés de but. Mais pourquoi? Enfin, comment ils ont pu faire ça? Et c'est surtout là-dessus que j'aimerais m'attarder. Et le match face à Barcelone ne va pas résoudre ça pour le Real Madrid. C'est-à-dire qu'en phase de possession, le Real Madrid a tellement peu de solutions
que en fait, quand ils se font prendre la balle, là, ils ont un adversaire qui pouvait partir vite en transition. Donc, leur incapacité à créer du danger en phase de possession a engendré du danger pour l'adversaire. Parce qu'ils ne trouvaient pas de solution de passe vers l'avant. Et au final, quand l'adversaire récupérait le ballon, et il est parti très vite en transition, jusqu'à la 13e minute. Et c'est cet arrêt de Courtois là sur sa droite, où il est très vite au sol. Après, ça c'est un peu la calmie s'est un peu calmée. Et ajouter à cela au fait que le contre-pressing n'était pas forcément efficace. Et vous avez eu une Juventus qui, justement, lorsque la deuxième mi-temps a commencé, cette action de Vlahovic, elle vient de quoi? Tchouaméni qui est devant la surface adverse à 25 mètres, il cherche un Müller dans la surface, interception, ça part en cours. Donc, au final, voilà, la Juventus a joué son jeu. Peut-être que c'est justement si Vlahovic ou un autre avait marqué, peut-être que Tudor serait encore en place aujourd'hui. Ma foi, je sais pas qu'est-ce que ça va donner pour la Juventus, mais en tout cas, le Real Madrid n'arrive toujours pas à être dangereux en phase de possession, et c'est pas le match face à Barcelone qui va me rassurer à ce niveau-là, parce que c'est un tout autre contexte. Mais voilà, il a fallu cette action où justement Vinicius fait preuve d'une grande audace, et ce ballon qui tape sur le poteau, il revient, et Bellingham très, très astucieusement, qui avait bien su. Et moi, justement, je pense que ces 3 points, ils sont importants, parce que le classement va être. Les 8 premières places en phase de ligue vont être très disputées cette saison, vraiment. Et aussi, moi, je suis très content maintenant aussi avec cette victoire-là, et celle face à Barcelone. Il y a un mois, j'avais regardé ces 2 rencontres-là, j'avais dit que si on les perdait les 2, on prenait qu'un point, il pourrait y avoir une crise. Là, je pense que Alonso a gagné un certain répit. Voilà. C'est vrai que il aurait presque pu, on peut même imaginer qu'il aurait presque pu se faire limoger à dimanche soir en vrai, parce qu'avec l'autorité du Real Madrid, perdre les 2 matchs là, ça aurait été de catastrophe. Alors, en plus, avec celui de Liverpool qui arrive, Peut-être avoir attendu Liverpool, mais en tout cas, on aurait été pas loin. Là, c'est vrai qu'il sera hmm, très bien. Est-ce que c'est pas le match, Sacha, où Bellingham se réveille enfin? il se réveille, mais il se réveille après son but, à partir de son but, parce que sa première mi-temps, elle est pas ouf, et comment dire, ça réveille un problème qu'il a, qui est que, je sais pas si tu fais cette même remarque, John, mais je crois que Bellingham, et c'est normal, en fait, c'est pour ça aussi, je le comprends. Il est un peu matrixé par les buts. Il est un peu, comment dire, il cherche encore à retrouver ce qu'il a vécu lors de la première saison. Et donc, oui, quand il a marqué, après, il s'est senti bien et il faisait des bonnes passes, il allait dans le sens du jeu. Mais avant, des fois, son jeu était un peu forcé. Et je le ressens sur certains matchs. Et finalement, moi je trouve qu'en vrai, en fait, c'est quand il force pas son jeu justement qu'il est décisif. C'est quand il joue normalement, il joue dans le sens du jeu, il fait ce qu'il sait faire, que il se retrouve à être décisif. Et d'ailleurs, bon, on en parlera plus tard, mais sur les premières minutes du Classico, j'ai pas trouvé qu'il forçait son jeu, j'ai trouvé que c'était très bien ce qu'il faisait. Et voilà, il s'est retrouvé à être décisif. Sinon, bah moi je partage pas mal ce que vous avez dit sur ce match. Alors juste un petit truc. Pour le coup, je trouve que c'est un des. Alors, c'était pas de la grande attaque placée, mais j'ai l'impression que c'est un des matchs de cette saison où on a réussi à se créer le plus d'occasions en attaque placée. C'est-à-dire sans avoir besoin de contre ou de penalty. Alors oui, c'était pas non plus grandiose, mais en tout cas, dans ça, c'était notre meilleur match de la saison. Dans le sens où on arrivait à se créer sur des centres, sur des combinaisons un petit peu dans les petits espaces. Sachant que la Juve, moi j'ai trouvé que la Juve avait quand même plutôt bien défendu. Même si ce but, il vient d'une action, d'une espèce de, comment dire, comment on dit ça? Le but qu'on met, il vient d'un exploit un peu individuel de Vinicius. Bon, bah, il y a quand même 8 joueurs de la Juve dans la surface à ce moment-là. Faut quand même que Bellingham, il ait cet instinct. Donc, moi, je trouve que, en tout cas, si on rajoute cette corde à notre arc voilà, ok, c'est pas de la grande attaque placée, mais on est capable de faire ça, je trouve que c'est déjà bien. Mais sinon, je vais juste dire un dernier mot parce qu'on va pas passer 20 ans là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore, j'ai trouvé que collectivement, l'équipe avait pas été ouf dans ce match, c'est vrai.
collectivement, on n'a pas été ouf. Mais individuellement, moi, j'ai peu de choses à reprocher aux joueurs. Asensio a fait un très bon match. On n'en parle pas, mais depuis le début de la saison, il a raté aucun match. Militao aussi, c'était très bon. Courtois a fait un très bon match aussi, parce qu'il n'a pas fait énormément d'arrêts, mais les arrêts qu'il a fait ont été vraiment importants. Arda a fait pour moi son meilleur match de la saison, voire même un de ses meilleurs matchs au Real. Carreras aussi. Alors je sais pas, John, je sais pas si tu as vu, mais les gens étaient un peu mitigés. Moi, j'ai trouvé Carreras excellent. Et puis Bellingham encore plus après son but. J'aimerais revenir un peu, juste sur la compo, tu l'as un peu fait, mais à chaque match du Real Madrid, on voit limite une compo différente, des ajustements différents. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que cette compo, elle vous évoque? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Bah, je vais prendre la parole. Je te laisse répondre à la même question après, John. C'est vrai ce que tu dis. Alors, il y a une chose, c'est bien, et qu'on n'a pas en plus l'habitude de voir au Real. Mais c'est vrai qu'à Leverkusen, Xabi Alonso jouait avec 17, 18 joueurs. Il faisait beaucoup tourner, il utilisait beaucoup de joueurs de son effectif. Au Real, la saison dernière et même avant, sous Ancelotti, ça n'a jamais trop été le cas. Ancelotti jouait avec un noyau de 13 joueurs, 14 joueurs qui jouaient beaucoup et, euh, et ça s'arrête à là. Là, Alonso, on voit qu'à chaque poste, il a une doublure et il essaye de la faire jouer au moins, au minimum de temps en temps. Là, par exemple, c'était Brahim Diaz qui était titulaire sur les. On a dû jouer quoi? On a dû jouer 13, 14 matchs depuis le début de saison. Bah, il a été titulaire 3 fois, je crois, Brahim. Alors que c'est quand même un peu un gros match. Là, c'était Brahim Diaz. Moi, je trouve que c'est bien. En plus, si on continue à gagner, parce que pour l'instant, on a gagné 12 matchs sur 13, si je dis pas de bêtises, À tous, bah, ouais, sauf tant, le Critico, quoi. bah, tant mieux, hein. Franchement, tant mieux si ça peut continuer comme ça. John, la même question. Bah, moi, j'abonde dans le sens de Sacha, dans le sens où et je trouve que les gens ils sont assez bipolaires parce que justement la saison passée, ça reprochait à Ancelotti de pas assez faire tourner, et maintenant que Alonso le fait, on dit Mm. ouais, mais l'équipe peut pas avoir d'automatisme. À un moment, savoir ce que vous voulez, les gars, quoi. Sérieusement. Oui, mais c'est un peu vrai qu'il n'y a pas de 11 types, quoi. Il n'y a pas de 11 de gars là, il n'y a pas Mais un c'est noyau. normal. Oui, mais t'as un nouvel entraîneur qui commence un projet. Il doit faire des tests. Surtout que t'as eu, oui, effectivement, la Coupe du Monde des clubs. Mais après, t'avais pas encore tous les joueurs qui étaient là. Mbappé, il a été titulaire juste le dernier match. Donc tu dois faire des essais. C'est logique. Mais c'est vrai que ça aurait pu nous coûter cher. On est heureux, tu vois, que ça l'ait pas fait, mais ça aurait pu nous coûter cher parce que, bah, tu vois, il y avait des doutes avant le Classico. Est-ce que tu mets Mastantuono? Est-ce que tu mets la même compo que face à l'Atlético? Il y avait des doutes Oui, quand même. oui, mais là, regarde. Euh, Contre l'Atlético, ça a cassé. Mais contre le Barça, on a mis une nouvelle compo et ça a marché. Donc ça dépend Bah, aussi des joueurs. Tu vois. y a pas grand-chose hein, qui change entre notre compo contre l'Atlético et celle du Barça. Et moi, je te dis, moi, j'avais peur au début. Moi, Moi, j'avais moi, j'avais un petit peu peur de ne pas avoir Mastantuono, de ne pas avoir d'ailier droit. Parce que je me suis dit, bah, le seul match qu'on joue sans ailier droit, on le perd 5-2. Moi, Voilà. je te dis qu'il y a des choses qui ont changé, pas forcément pas au niveau des joueurs qui jouent, mais au niveau de leur disposition. On y Oui, reviendra, c'est vrai. on y C'est vrai. reviendra après. C'est vrai. On va passer, je pense, à la suite. Est-ce que vous attendez tous? Beaucoup de célébrations hein, pour ce match. On l'a vu, que ce soit avec les joueurs au milieu de terrain, Sacha avec le Rhum. John a même loué un Airbnb penthouse. Vous le voyez derrière lui. Je crois que c'est à New York. Vous vous rendez compte? Après 4 classicos perdus, il retrouve enfin ce bonheur-là. Et honnêtement, c'est mérité. Je vais commencer à parler pour vous, après vous laisser le plaisir de raconter comment vous avez vécu le match, ce que Allez. vous voulez raconter. Honnêtement, moi ça va déjà, premièrement. C'est pas une défaite qui me fait plus mal. J'ai vécu des défaites du Barça en non classico qui m'ont fait plus mal que ça. Franchement, ça me fait pas mal parce que c'est une défaite. De toute façon, vous l'avez vu à l'avant-match classico qu'on a fait à 15 h dimanche, que je m'y attendais, que limite j'ai vraiment donné le scénario du match. Euh, je, je, je m'attendais vraiment à ça et pour moi c'est l'un des classicos les plus clairs à analyser ou en tout cas que j'ai mieux réussi à analyser depuis des années. Je crois que c'est le plus parce que j'ai pas de souvenir d'avoir été aussi fort pour prédire un classico. C'est vraiment exactement ce qu'il s'est passé.
beaucoup de questions à se demander sur ce Real Madrid-là et sur ce Barça-là. On va revenir sur le Barça, vous avez vu. Mais sinon, comment mes analyses sur ce match, bah, c'est les mêmes que je donnais avant la preview, du coup, hein. C'est que bah, le problème, c'est que le Barça a pris la possession. Et ce que j'estimais, c'était que l'équipe qui allait avoir la possession, c'est l'équipe qui allait perdre la rencontre parce que c'est les deux équipes qui ont du mal à jouer en attaque placée, qui ont du mal à jouer avec le ballon, qui ont cette saison beaucoup de mal. Le Real, t'en parlais tout à l'heure, John, c'est très juste. Cette saison, il n'y a aucun but, il me semble. Peut-être que le premier but d'ailleurs cette saison dans le jeu, bah, c'est dans ce match avec le but de Bellingham. Et encore, ça vient d'une touche, donc c'est un peu. C'était Bellingham ou Mbappé? Mbappé, ah non, c'était Mbappé. Mais ça vient un peu d'une touche, c'est un peu bizarre. Il y a pas vraiment une action construite où tu as le ballon pendant 30 secondes et que tu arrives à faire quelque chose, avoir des déplacements, bouger la défense, créer des espaces. Donc on peut même dire qu'il n'y en a toujours pas eu. Et c'est ça, en fait, c'est ça que le Barça aurait dû faire, c'est laisser le ballon au Real Madrid, en fait. Le Barça ne l'a pas fait. Le Barça aurait pu exploiter en contre avec Lamine Pedri qui envoie des ballons à Rashford qui malgré lui, a fait un assez bon match quand même si défensivement c'était compliqué. Mais c'était l'un des seuls dangereux offensivement, si ce n'est lui, avec Fermin. Donc le Barça aurait dû jouer comme ça. Ils ont voulu avoir la possession parce que déjà c'est le style flickien et que le Barça ne va pas laisser la possession au Real Madrid. C'est limite un principe, c'est une valeur. Il faut pas. C'est à toi d'avoir la possession dans un classico, forcément. Bah, je pense que c'est un peu ce qui t'a coûté la victoire parce que tu t'es déjà mis en danger. Et c'est la même analyse, de toute façon, pour ce match que tu peux faire pour le match contre Gérone, que tu fais pour Séville. C'est tu commences à te demander si on n'atteint pas des limites. Après, les limites, de toute façon, on va en parler de ce qui s'est passé à Barcelone juste après, mais il y a beaucoup de questions qui se posent. Et en fait, simplement, hier soir, hier après-midi, bah, c'est la meilleure équipe des deux qui a gagné. C'est celle qui a fait le meilleur match. Et, euh, et, et pourtant, le Real Madrid, bah, vous allez me dire ce que vous en pensez après, mais je ne les ai pas trouvés très flamboyants non plus. Pour moi un bon Real. Ils ont eu beaucoup d'occasions parce que le contexte, le match a fait que. Mais j'ai pas trouvé que c'était un bon Real pour autant. J'ai trouvé que c'était un mauvais match de foot même. Je pense qu'en spectateur neutre, il est un peu déçu, peut-être sur le côté sportif, parce qu'il s'est passé pas mal d'extra sportifs divertissants. Mais je pense que c'est un peu décevant dans le sens où tu t'attends à du très haut niveau. Et bah moi, j'ai pas trouvé ce très haut niveau, honnêtement. Donc, mais comme j'ai dit, le Real mérite sa victoire. J'essaie pas de les descendre pour les descendre, il n'y a aucun problème. Vous auriez même pu gagner par 2 buts, voire 3 buts d'écart en plus. Gagner 4-1, ça aurait pas été un scandale du tout. Bien au contraire, je pense que vous auriez dû même gagner par un 3-1 ou un 4-1. C'est vous qui choquez un peu, c'est vous qui assurez pas en deuxième période. Mais limite, le Barça n'aurait même pas dû en marquer un. Bon, on a le grand Fermin Lopez, voilà, qui continue de scorer et satisfait parce que c'est lui qui égalise. Il apporte un peu ce souffle, je suis content, même s'il fait pas un grand match comme toute l'équipe. Mais, euh, mais voilà, sinon, rien à dire de plus. Peut-être louer la performance de Chesney qui a mal commencé le match. Il s'est rattrapé en arrêtant le penalty de Mbappé et en arrêtant pas mal d'occasions. Pedri qui prend rouge. Oui, bon, c'est pas démérité. Il fait 2 fautes. Il aurait peut-être même pu le prendre avant en vrai. Mais après, j'essaie de rentrer un peu dans les détails parce que je vais vous laisser parler surtout, hein, donc pardon si je monopolise un peu, mais je regarde là. Ferran fait un très mauvais match. Militao le muselle bien. Individuellement, c'est un peu comme ça encore, Sacha, comme la Juve. Collectivement encore, j'ai pas trouvé ça grandiose, mais individuellement, le Real, ça allait. Peut-être Heusen, il a un peu galéré. C'était compliqué. Et sinon, le reste, ça allait. Mbappé aussi. Mbappé, pour moi, il y a une propagande mbappesque qui se met autour de lui pour ce match. Pour moi, peut-être je suis de mauvaise foi, pas de problème, hein, j'accepte. Pour moi, il a fait un mauvais match, hein. Pour moi, déjà, à partir du moment où tu as un penalty raté, c'est compliqué de te mettre un bon match, surtout quand tu es Mbappé. Mais pour moi, après, il a mis son but. D'accord? Sur une excellente passe de Bellingham. Et après, pour moi, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu surtout qu'il a plombé le Real Madrid alors que le Real Madrid aurait pu gagner 3-1, 4-1. J'ai vu surtout que le Real Madrid aurait pu être revenu à 2-2, peut-être sur l'option de Koundé. Et, euh, et c'est à cause de lui, parce qu'il loupe des actions de fou. Et exactement, Dave, il a fini MVP. Pour moi, c'est de la folie. Il a pas fait un meilleur match que Bellingham, très loin de là. Il a pas fait un meilleur match que Vinicius. Pour moi, il a fait un mauvais match. Il finit MVP. Je pense qu'il y a une propagande complotiste
qui se met en place pour valoriser le championnat avec Mbappé qui me terrifie. Les médias et la Liga, vous êtes vraiment forts. Parce qu'il est nul. Il est nul et vous le valorisez. Et je vous jure que c'est pas la rage qui parle, c'est l'étonnement. Comment c'est possible? Voilà. Sinon, pour ce qui est un peu plus du Barça, on va rentrer un peu plus après. Donc, je vais vous laisser parler. Félicitations à vous. Vous avez encore une fois, je le dis, mérité cette victoire. Ça doit vous faire plaisir après autant de temps. De toute façon, il fallait bien perdre à un moment donné. C'est ça aussi que je me dis. Tu peux pas gagner tous les classicos. Il fallait bien en perdre un. Donc voilà. Autant que ce soit celui-là plutôt que les prochains cette saison qui arrivent. C'est les plus importants. Bon, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, on va commencer par toi, John. Tu vois, tu es un peu excité. En plus, dans ton penthouse, tu l'as payé cher. Donc, il faut bien en parler, il faut bien le montrer. Comment tu analyses ce match? Toi, en plus, je t'ai vu grimacer un petit peu quand je parlais. Ouais, parce que je t'ai trouvé un peu dur quand tu as dit que pour le spectateur neutre, il n'en avait pas un peu pour son argent. Euh, je suis d'accord si tu me dis qu'un connaisseur de foot peut sortir de ce match déçu. Si tu me parles d'un spectateur, comme par exemple Penelope Cruz, qui était au Classico, qui vient voir un match de foot, moi je trouve qu'il y a eu quand même passablement de spectacle, hein, Bah, très pour te dire, honnêtement. j'ai préféré l'image sur Penelope Cruz que le match, moi. Oui, mais bon, Euh, après, mais moi je trouve que ça allait quand même passablement d'un but à l'autre. Tu avais un Vinicius qu'on avait plus vu depuis un très long moment. c'est vrai. Euh, T'as quand même le Barça qui a eu aussi des occasions. Je veux dire, après, si vos gars, ils ont envie de faire des passes en retrait à Courtois comme celle de Mbappé à Neuer à la finale de Ligue des Champions 2020, ma foi, voilà, hein, ça aurait pu donner des buts. Donc il y a quand même eu, on n'a pas eu une stérilisation du jeu, tu vois, dans ce sens-là. Donc qu'un fan de foot qui connaît bien le foot ait été déçu de la qualité du rendu, je peux le concevoir, mais qu'un spectateur de football regarde ça et il en ressort déçu, ça, je pense pas forcément. Après, j'ai pas eu forcément de Dave, retour. Dave, dans les commentaires, nous dit du spectacle, mais pas de qualité tactique ni Oui, technique des deux côtés. ben c'est ça. Ben c'est exactement ce Qualité, que je dis. Voilà. qualité tactique, je suis pas d'accord, hein. Moi non plus. Et ça, on va y revenir. Mais, Ah. mais technique, peut-être. Par contre, parce que de toute façon, technique, mais après, Tactique, ça, vous n'êtes pas d'accord, ok. non, mais et on va venir pourquoi. Mais technique, On va y revenir. technique, ça, c'est dans l'air du temps du foot. Je sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Benjamin da Silva qui disait dans une interview il n'y a pas longtemps que c'est clair que l'époque des classicos où tu as Xavi Iniesta, Busquets, Modric, Kroos, elle est révolue, ça on le sait. Mais Mais ça, à la ça, limite, si je devais vraiment pas être d'accord avec Dave, je le serais plus sur le côté technique, où j'ai vu un Bellingham techniquement très bon, j'ai vu un Vinicius qui s'est amusé, j'ai vu même un Mbappé sur certaines combinaisons. Techniquement, c'est vrai que côté Barcelone, il n'y avait rien eu, je suis d'accord. Côté attends, Real Madrid, on, techniquement, ça va. on va y venir, on va y venir. Mais avant, je vais revenir sur ce que tu as dit par rapport au but Vas-y. marqué en phase de possession. Pour moi, le premier but réellement inscrit en phase de possession par le Real Madrid cette saison, c'était à Anoeta, la combinaison entre Mbappé et Güler. Ouais, j'ai Voilà. pas vu le match, je suis désolé. Voilà. Mais non, c'est juste à très informatif. Maintenant, justement, et c'est pour ça que je pense que Ça reste alarmant quand même. je pense que Sacha sera d'accord avec moi, et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi pas d'accord avec toi sur l'aspect tactique. C'est que pour moi, la supériorité, elle s'est grandement jouée là pour le Real Madrid. Effectivement, il y a eu euh, l'attitude qui a joué parce que les 11 ont su élever leur niveau individuellement, mais aussi dans leur application collective. Mais là, moi, je suis désolé, il y a une grande différence par rapport à la défaite au Metropolitano du côté de Real Madrid, c'est que de nouveau Xabi Alonso a aligné 4 milieux de terrain. Et là, la grande différence, c'est que vu qu'il alignait Bellingham et Arda Güler un peu plus haut, et que comme Vinicius est collé sur le côté gauche, malheureusement pour lui, ça se transformait en 4-2-3-1, parce que Arda Güler était excentré. Là, ce qu'il a fait, c'est en excentrant Kamavinga à droite et aussi Bellingham dans une moindre mesure, Güler, il était tout le temps dans le cœur du jeu. Et Kamavinga et Bellingham, justement, sur ce côté droit, ils vous ont posé beaucoup de problèmes. Regarde, par exemple, sur le premier but, tu as Kamavinga qui reçoit le ballon collé à la ligne, tu as Bellingham qui vient lui demander le ballon, et Bellingham le reçoit. Kamavinga fait une course vers l'avant, ce qui attire Baldé parce que Baldé le suit. Donc il ne peut pas aider Pedri dans ce duel-là. Et Bellingham, il revient dans l'axe, boum, et ça donne goal. Tu vois, et ça, au niveau de la gestion des espaces pour le milieu, c'était excellent. Cette configuration-là, premièrement, premier point. Deuxièmement, pour l'aspect défensif, je trouve qu'il y avait un bon quadrillage du terrain, ce qui donnait une bonne assise défensive à l'équipe. Il y a eu cette erreur de Güler
qui donne le but. Mais sinon, je trouve que ça tenait bien défensivement. Je veux dire, aussi pourquoi moi et Sacha on est satisfait, parce que dans le rendu visuel, je pense qu'on peut dire que c'était la rencontre la plus maîtrisée du Real Madrid depuis le début de la saison. Parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres aussi qui étaient bancales, malgré les victoires. Et aussi le fait que justement, il y avait un milieu en plus et que la répartition des espaces était bonne, ça faisait qu'à la relance, je trouve que le porteur avait plus de solutions pour lui qu'à l'accoutumée. Voilà. Dave Et, redit quelque chose. ne manquons pas, et attention, le pressing sur vos deux milieux, il vous a fait beaucoup de mal. Parce que j'ai vu Pedri devoir, plutôt que de pouvoir orienter le jeu vers l'avant, devoir faire la passe à Baldé, donc des passes latérales. Et ça, irrémédiablement, tu fais pas reculer l'adversaire comme tu veux. Donc c'est pour ça que moi, d'un point de vue tactique, je suis quand même très satisfait d'Alonso. Voilà. On a l'avis de Dave, j'anticipe, ça va vanter le pressing du Real, mais il est mis en avant par le très faible niveau du Barça. Est-ce que Sacha, tu veux Ouais. répondre à ça avant de Bah donner oui, ton... je veux bien y répondre. C'est vrai, mais c'est aussi pour ça que demain, quand on va jouer Liverpool, on va peut-être pas voir Kamavinga ailier droit. Je pense Bah, aussi que c'est en connaissance de cause, en fait. Le Barça a galéré à relancer face à l'Olympiakos, face à Gérone, face à Séville. Quoique Gérone, ça va, la semaine mais face à, prochaine, il est là. face à Séville, face au PSG. Donc, enfin, je peux très bien imaginer que Xabi Alonso a pris ça en compte, en fait, aussi. Donc, franchement, je suis d'accord avec John que pour le coup, s'il y en a un qu'on peut pas critiquer là, que je pourrais pas critiquer, c'est Xabi Alonso. Je pense qu'en plus, je le disais en avant-match, fallait faire des choix et c'était vraiment pas facile. Je pense qu'il fallait faire des choix et c'était vraiment pas facile et bah ça a plutôt réussi pour lui. Après, par exemple, si les joueurs ratent 50 comptes, si Mbappé rate un penalty, bon, si Arda donne le ballon du 1-1 à Barcelone, bon, je pense que tout ça c'est pas sa faute. Même si, enfin, je veux dire, oui, on pouvait pas espérer de faire un match parfait non plus. Mais en tout cas, je pense qu'il a pas grand-chose à se reprocher. Alors Dave, il a dit quoi là? Le pressing du Barça était tellement nul qu'il y avait toujours une solution trop simple pour la sortie du Real. L'attitude de Torres de la mine de Rachis est suicidaire. Je pense qu'on peut quand même souligner Ouais. la performance tactique du Real, parce que le Real a joué des équipes, a joué de moins bonnes équipes dans la saison, et je suis d'accord avec John pour dire que tactiquement c'est le match le plus maîtrisé du Real Madrid. Dave, je suis d'accord avec toi quand tu dis que tactiquement c'était pas un spectacle, parce que malgré ça on n'a pas vu un Real très fort, on n'a pas vu un grand Real. Je pense qu'on a vu un Real qui a su exploiter les failles de Barcelone. Donc oui, du coup, c'est là où je rejoins John. Le Real a bien joué là-dessus, mais pour moi, c'était quand même pas un grand Real. Et donc c'est là où j'arrive à te rejoindre aussi, où bah oui, on n'a pas vu un grand spectacle. Ils ont su exploiter les failles de Barcelone. C'est très intelligent, mais ça en fait pas pour moi pas une équipe imbattable, mais je veux dire un match incroyable à voir en fait. Non, 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 ça, je suis d'accord avec toi. Mais nous, déjà, je pense que ce qu'on souligne, en tout cas moi personnellement, je ne sais pas si Sacha sera d'accord, c'est l'amélioration qu'il y a par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison en Liga. On oublie la Coupe du Monde des clubs. Parce que mets-toi quand même à la place du Real avant ce match. Le seul gros match que tu as eu à gérer, tu te reprends un 5-2. Donc à partir de là, je vois pas comment tu peux pas être satisfait, même si tout n'est pas encore parfait et qu'il y a encore beaucoup de, 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 de défaillances. Tu vois, Bah, c'est dans ce sens-là. ouais, en fait, je pense que on est tous les quatre, nous trois et Dave, on est d'accord, mais on n'arrive pas à s'entendre parce que Dave, il explique, pour résumer, le Real à 6 sur 10, le Barça à 3, et quand Arsenal, Bayern, PSG sont à 9. Non, Mais ça, mais moi je suis d'accord. ah Moi, oui, moi, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit, mais pour moi, la marge du Real pour passer de 6 à 9, c'est pas Xabi Alonso. C'est pas des ajustements de Xabi Alonso. Là, pour moi, Xabi oui, Alonso, il c'est a un- vraiment fait son taf tactiquement. ça, c'est un autre débat. Mais dans l'ensemble, alors, ça veut dire qu'on est tous un peu d'accord. C'est juste que vous débattez pas sur la même chose. Que oui, le Real, c'est pas un excellent Real, c'est pas un Real à 9 sur 10, mais il y a quand même eu des choses intéressantes et positives à souligner Bah, dimanche soir. bah, tu vois, moi, concrètement, à contrario du match face à la Juve où j'ai trouvé les joueurs en général très bons individuellement, mais j'ai trouvé l'équipe collectivement bof. Là, pour moi, en vrai de vrai, vu le match qu'on a sorti,
bah, je ressors pas des performances incroyables, alors que un match comme ça, normalement, tu vois, il faut. Donc ça veut dire que collectivement, on a vraiment réussi. Mais pour moi, individuellement, alors c'était bien, c'était bon quand même. Je veux dire, il y a eu des belles perfs. Mais par exemple, à l'image de Vinicius, pour moi, Vinicius, c'est bien. Mais c'est pas un grand match de Vinicius qu'on a vu, tu vois. Qui a fait un grand match là? Allez, Kamavinga, Bellingham, Bellingham et Militao, Militao. Pour moi, c'est tout. Tu Valverde, vois, pas mal en vrai. Hein. bah, pas mal, mais Valverde, pas c'était mal. pas non plus un grand match de Valverde. Là, c'était juste un D'accord, match de Valverde, tu vois. d'accord, ouais, je suis Mm. d'accord. Et donc, pour faire un match comme ça, c'est que quand même, sans avoir des individualités, parce que même les Bellingham, Kamavinga, Militao, tu vois, ils ont pas fait les matchs de leur carrière non plus. Militao peut-être, mais Bellingham et Kamavinga, je trouve pas que c'était les matchs de leur carrière. Carreras, tu vois, ma Carreras, je l'ai pas Ouais, trouvé excellent ouais. forcément. Carreras, j'ai trouvé vraiment neutre. Bah, il a Moi, j'ai pas été trouvé trop bon quand sollicité même. en fait. Oui, non, mais c'est pas un mauvais match, mais je trouve qu'il a pas été trop sollicité. Alors c'est de la faute de Lamine, hein, y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y a pas grand-chose à retenir. Mais c'est pas un point négatif, c'est pas sa faute, tu vois. Ces joueurs-là peuvent faire encore plus, et c'est là que Mm. c'est bien. Mais sinon, bah voilà, je suis d'accord avec vous pour dire que ouais, c'était peut-être pas un match qu'on allait gagner face au Barça de la saison dernière. Ça, j'avoue, je sais pas. On- Euh, Sinon, qu'est-ce que je voulais rajouter? Parce que là, vous avez parlé à deux du match en fait. C'est vrai, Euh, vas-y. Fais-toi plaisir, on t'attend. Bah alors c'est vrai sur les performances compliquées, t'en as un peu parlé. Hudson, j'ai eu peur au début. J'ai eu peur au début parce que les deux, trois premiers ballons, c'est très compliqué. Il me semble qu'il y en a un où il se jette, il monte et il se jette et ça a fait une contre-attaque pour le Barça. Et le deuxième, euh, il donne le ballon dans l'axe à Pedri. J'ai eu peur au début, mais je trouve qu'il s'est bien rattrapé. Sinon sur les performances, j'en ai un peu parlé. Euh, Militao, je crois presque que j'ai jamais vu ça. Hein. Il a gagné chaque duel face à Ferran Torres. Dis Et moi, donc, je quelle peux que applaudir. performance. Je peux que applaudir. Je crois que même avant les ligaments, il n'était pas aussi fort. Donc je suis bien content. Je suis vraiment content. Je m'attendais pas à ce qu'il revienne à ce niveau. Parce que là, oui, il y a ce match-là, mais c'est même pas que ce match-là. Depuis le début de saison, il est quasiment irréprochable face à Atlético. Je me souviens au tout début du match, il fait un sauvetage face à Sorloth exceptionnel. Puis ensuite, il sort à la mi-temps quand il y a 2-2, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, je suis très content, je suis super content pour lui. Et sinon, bah moi, je suis un peu d'accord que niveau spectacle, c'était pas dingue. On a eu des classiques au mieux que ça. On n'a pas eu d'action vraiment frisson à part le but d'Mbappé refusé. Euh, Ah oui, c'est bon, je me souviens ce que j'allais dire à la base, mais je finis là-dessus. Du coup, ouais, on a gagné 2-1 sur. Il y a pas eu de but en seconde mi-temps. Les buts sont un peu concentrés vers la même période. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de ratés. C'est ça que je voulais dire. Et moi, c'est le problème que j'ai avec le Real. J'ai pas arrêté de dire ça à Axel pendant le match. En fait, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que c'était une occasion d'humilier le Excuse-moi. Barça. On Ouais. t'excuse. Mais à chaque fois que vous gagnez, vous dites ça, en fait. Bah, À chaque alors fois que vous gagnez un peut-être, Classico. mais là pour le coup, c'était vraiment une occasion de vous humilier. Séville vous avez mis 4-1 il y a 2 semaines. Votre style de jeu, il est en perte. On a des joueurs de contre-attaque, on a des joueurs nés pour contre-attaquer. C'était vraiment une occasion pour vous humilier. Et finalement, on gagne que 2-1 en mettant 3 buts hors jeu, en ratant un penalty. Et même le nombre de situations, je pourrais même pas les compter. Pour moi, ça se compte en presque dizaines, presque en quinzaine. Le nombre de situations où là, il n'y a pas la bonne passe, là, il n'y a pas le bon tir, là, il s'oriente pas de la bonne manière. Et tu vois, c'est des détails à chaque fois qui font que, en fait, ce détail-là peut changer une action en occasion de but réel. Et donc, moi, sur ce point, bon, je garde un petit goût amer. C'est-à-dire que pour moi, ça aurait vraiment dû être une victoire 4-1. Mais bon, c'est la vie. On peut rien J'aimerais y faire. j'aimerais que vous réagissiez aussi sur ce que j'ai dit et ce que Dave aussi a dit sur le cas Mbappé dans ce match. Et du coup, ça revient un peu sur le cas Mbappé général. Après, on entamera, je pense, un dernier sujet, une dernière question que je poserai. Et après, si vous avez des trucs à dire, vous les dites et on change. Alors, Mbappé, John. Alors, la seule chose que je vais dire, c'est que, tu sais, des fois, tu vois un truc, tu as un sentiment, et tu te dis,
je vis dans une dimension parallèle. Puis au final, Sacha, il a beaucoup ça. au final, t'écoutes deux supporters, on va dire, neutres, dans le sens par rapport à ce sujet-là, hein, tu vois, parce qu'ils sont pas madrilènes, donc ils n'ont pas forcément peut-être de l'affect qui entre en jeu, puis tu remarques qu'ils ont le même avis que toi. Moi, je vais rien dire parce que, tu vois, je tweete ça, je me fais incendier, tu vois. Donc, à partir de là, voilà. On a quand même Euh, compris de quel camp t'étais. moi, moi, je vais le dire. Vas-y, mouille-toi. C'est que concrètement, alors Mbappé, je trouve qu'il fait un bon début de match. Au début de match, ça va. Jusqu'à son but en vrai. Parce que tu vois, la reprise de volée qu'il met, même s'il est en jeu, tout ça, jusqu'au début, ça va. Mais ensuite, je suis désolé, mais au final, après ça, il rate un penalty. Et c'est surtout voilà, le nombre de situations où il joue mal le coup. Je suis désolé. Mais c'est presque comparable aux 9 hors-jeu de la saison dernière. Allez, voilà, je l'ai dit. Le nombre de situations qu'il rate, c'est presque comparable Ah, à son match aller de la saison dernière. excuse-moi, Sacha, mais justement, il me semble que c'est à la 28e minute où il est envoyé en profondeur et dans la surface, excentré droite vers les 7 mètres, t'as Valverde qui passe dans son dos. Le gars, il essaye de je sais pas faire quoi plutôt que de lui mettre vers le ballon. Tu vois. Ça aurait pu être vraiment une action de but. Peut-être la seule différence avec le 4-0 l'année dernière, c'est que là, vous gagnez. Parce que c'est vrai Ouais, que bah oui, moi je suis si le d'accord, hein. Barça égalise, ce qui était quand même possible, moi, j'y croyais pas vraiment. Mais sur une action, ça reste du foot. Sur une action, bah, sur l'action de Koundé notamment, le Barça peut très bien marquer. T'égalises, tu gagnes pas ce match-là. Mais je crois que il y a tout qui s'inverse. Parce que là, le monde entier sauce Mbappé. Mais si Koundé marque ce but-là, et que ça finit en 2-2, mais on le fout 6 pieds sous terre. Et c'est, Surtout, surtout Axel, que le changement impopulaire que tu fais, c'est justement théoriquement, apparemment, pour museler Koundé, et c'est lui qui marque. Et imagine s'il marque, les gens ne réalisent pas l'impact qu'aurait eu ce goal. Quoi. Je crois que. J'avoue, avec la crise de Vinicius là, waouh. ouais, c'est vrai que ça aurait été chaud. Je voulais vous dire aussi, comme on en a un peu aussi parlé, bah, victoire du Real Madrid contre la Juve, victoire du Real Madrid contre le Barça. On a beaucoup critiqué le Real Madrid tous les trois, hein, et je pense à juste titre sur le Real Madrid dans les gros matchs. On avait beaucoup d'inquiétudes. Après, on a vu le match contre l'Atlético. Là, on voit le Real Madrid qui gagne des gros matchs. Alors, est-ce que on a un Real Madrid qui s'améliore, qui monte en puissance, qui prend du pouvoir? Donc, on peut commencer à réfléchir à Real Madrid parmi peut-être un top européen, bon, peut-être pas top 3, top 4, mais ouais, en tout cas, on les surélève un peu. Ou alors, est-ce que c'est vraiment la Juve et le Barça qui étaient vraiment trop faibles ces soirs-là? Alors je veux bien y répondre en premier. Vas-y, c'est toi qui fais. Moi j'ai envie de dire, parce que moi j'étais très pessimiste, que ça fait quand même plaisir de voir que c'est possible, qu'on est capable de gagner. Mais j'attends de voir quand même. Ça fait pas pour moi exactement comme dit Dave, voilà. Ça fait pas pour moi que ça y est, on y est, on peut le faire. J'attends de voir contre Liverpool. Liverpool la semaine prochaine. Et même j'attends de voir contre City. Si on gagne contre la Juve, le Barça, Liverpool et City, alors je devrais presque m'incliner en fait. Voilà. John. Bravo Mbappé. Après, maintenant, j'espère que cette victoire, elle va donner confiance à l'équipe dans ses capacités. Et évidemment, je pense que maintenant, l'équipe va devoir passer par un processus. Déjà, est-ce que cette formation sera reconduite lors des grands matchs? Et est-ce qu'il faudra des ajustements tactiques? Je pense que cette équipe a encore un gros potentiel d'évolution, comme l'a dit Sacha. Ça dépend aussi beaucoup des joueurs. Maintenant, suivant les matchs en question, il va falloir faire des ajustements. Mais il y a des choses intéressantes qui se sont mises en place. Et justement, effectivement, il y a un Barça qui est un peu malade. Et ça a été dit très justement dans les commentaires. Le pressing de la saison passée, il n'est plus là. Donc, face à une adversité justement meilleure, comment est-ce que le Real Madrid va réagir? Et je pense que c'est ce genre de match-là qui vont faire que l'équipe va grandir au fil de la saison. Et que Ouais, tu peut-être prends, voilà. tu prends beaucoup en confiance dans ces matchs-là, effectivement. Ou alors, oui, ou alors peut-être même tu perds, mais t'apprends, tu vois. Comme par exemple le PSG la saison passée, des matchs, ils en ont perdu, tu vois, avant d'être bien ajustés.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, pardon, dernier truc, après on change. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fait que vous gagnez tous vos matchs? Parce que vous êtes, on va dire quand même, vous avez un niveau quand même, je suis désolé, en tout cas moins bon que la moyenne, on va dire que vous êtes mauvais. Moi, je trouve que vous êtes mauvais, honnêtement. Mais vous gagnez vos matchs. Vous arrivez à vous en sortir. Alors, à part contre l'Atlético, vous gagnez vos matchs. Et même si on considère que le niveau n'est pas mauvais, voilà, on oublie ça, on considère que c'est pas mauvais. Il y a tellement mieux à faire. Et est-ce que c'est pas mauvais de gagner tous ces matchs-là en début de saison? Est-ce que ça peut pas justement, on va arriver peut-être en décembre, peut-être la même période que Barcelone l'année dernière, en fait, novembre-décembre, et perdre beaucoup de matchs, enchaîner beaucoup de défaites, et ne pas trop savoir quoi faire, se remettre en question, avoir des doutes. Est-ce que c'était que l'euphorie du début? Maintenant, on n'a pas appris à gérer ça, parce que le meilleur moyen dans une saison, le meilleur moment pour gérer ça, c'est au milieu de saison. Est-ce que c'est pas des défaites qui vont arriver même plus tard? Février-mars, où là, ça va commencer à être compliqué, où il y a les matchs importants qui arrivent, le rush en Liga. Est-ce que c'est pas dangereux le fait de gagner tous ces matchs-là alors que il y a beaucoup mieux à faire et qu'il y a encore beaucoup de lacunes surtout? Bah, moi, je capte un peu ce que tu dis, mais après, quelque part, je pense que on sait pas, hein. Je pense on peut pas vraiment savoir là-dessus. 23-24, on faisait à peu près le même début de saison. Au final, tu vois bien, on s'est pas écroulé plus tard dans la saison, alors que, comme tu dis, le Barça, enfin, il y a tous les cas qui existent. Comme tu dis, le Barça a perdu des matchs en novembre-décembre. Il y a eu d'autres équipes à qui ça a dû arriver de continuer à tout gagner jusqu'à mars-avril et là, ils perdent tout. Donc, je pense qu'on sait pas. Je pense qu'on sait pas que tous les scénarios sont possibles. Non, mais ce que tu dis, Axel, c'est très pertinent. Parce que il faut pas se fier au score. Tu peux pas uniquement te fier au fait que tu gagnes. On Bien l'a sûr. vu rien que la saison passée, dès le, C'est une logique très barcelonaise que tu emploies là. dès le premier match officiel de la saison en Supercoupe contre l'Atalanta, tu gagnes 2-0. Tu aurais pu te dire, mais c'est bien. Non, c'est pas bien. Parce que l'Atalanta est privé de 5 cadres majeurs et toi, tu as galéré comme pas possible déjà dans la construction du jeu, dans ce que tu leur as proposé. Et sans un arrêt miracle, c'est vraiment un arrêt miracle de Courtois, je crois que c'était à 0-0 en plus, tu ne sais pas ce qui serait advenu s'il ne l'avait pas fait. Donc, il y avait déjà les premiers signes avant-coureurs de ce qui allait se passer durant la saison. Et le gros problème, c'est que toutes les lacunes qui étaient perceptibles dès le premier match n'ont pas été résolues de manière permanente. C'est-à-dire qu'il y a eu des fois des efforts qui ont été faits dans certains matchs, on arrivait à les gommer sur certains matchs. Je pense par exemple au match contre City, mais elles revenaient, on va dire, inlassablement. Et là, le défi pour Xabi Alonso, ce sera de faire en sorte que les points qui sont perfectibles, à terme, puissent être gommés pour monter en puissance. Parce que là, j'ai parlé avant de la capacité à créer du danger en phase de possession. Pour moi, s'il n'arrive pas à élever le curseur sur ce point-là, il arrivera des matchs pour moi de Liga où le Real Madrid va perdre des points. Parce qu'il ne serait pas arrivé De toute à. façon, ça va arriver, de toute façon, j'imagine. Il va pas perfect en Liga. Ah, mais, oui, de toute façon, mais peut-être moins que, tu vois. Parce qu'au final, c'est ça le défi du Real Madrid contre la majorité des équipes de Liga. Ligue des Champions, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, c'est plus l'aspect défensif qui prime. Parce que en Ligue des Champions, arrivé à la phase finale, tu ne dois pas gagner. Tu dois ne pas perdre. C'est ça. Mm. Voilà. Très, très Avant, rapide. Ouais, avant qu'on change de sujet, parce que je pense que tu y arrivais. Moi aussi, dis-moi, j'ai une question. dis-moi. Alors, on a eu une période où le Real a gagné la Ligue des Champions et la Liga, faisait un gros début de saison. En 22-23 après, donc, le Real faisait un gros début de saison. Euh, tu vas voir où je vais en venir. Le Barça se faisait éliminer en Europa League, le Barça perdait en Classico. Puis il y a eu la Coupe du Monde. Messi prend la Coupe du Monde. Et à partir de là, tout va dans le sens du Barça. Jusqu'à 23-24 et peut-être le premier Classico où le Real gagne. Et à ce moment-là, tout va en faveur du Real. Jusqu'à au premier Classico, non même pas au match du Bayern, on va dire. Bon, je sais pas. Mais ensuite, 24-25, tout va en faveur du Barça. Est-ce que ce match-là, c'est pas le match qui fait le vent tourner? Bah, je me suis dit ça après le match. Je me suis pas dit ça exactement comme ça, mais je me suis dit,
À cause de ce match, maintenant, cette Liga, elle a grave une aura de. En tout cas, là, je parle de la Liga, peut-être pas la saison, on verra. Mais une aura madrilène, en fait. Le match m'a vraiment appuyé sur le fait que je pense que ça va être le Real qui va prendre cette Liga. Bien parti, ça assure dans les petits matchs. Alors, à voir, comme j'ai dit, s'il y a une possible baisse de forme, baisse de régime, perte de confiance dans les prochains mois. Mais le Real prend une énorme position avec ce Classico. Je pense qu'il est plus important qu'on le pense et qu'on a envie de le penser. Donc, je ne sais pas si je réponds totalement à ta question. Mais, euh, mais je sais pas, je pense que c'est quand même plus serré que les dernières saisons. Les dernières saisons, c'était noir ou blanc. Et en plus, c'était pas si vrai parce que 22-23, ça a été un peu mitigé quand même avec la Coupe du Roi. Donc, euh, donc c'est pas aussi noir ou blanc cette saison, je pense, parce que les équipes sont plus les mêmes. Le Real est une équipe qui change avec l'arrivée de Xabi Alonso. Le Barça, c'est la deuxième saison de Flick. C'est un truc qui arrivait pas dans les autres saisons que tu m'as expliqué. Donc, c'est pas pareil. Et Ouais, mais il voilà. y a des tendances un peu. Genre, par exemple, J'ai envie de allez-moi croire qu'il y en a pas pas dans là. le même sens. Par J'ai envie. exemple, le fait que le ballon d'or de Rodri, il arrive comme par hasard la saison où le Real perd tous les classicos. En fait, il y a des moments où tout va dans l'autre sens, juste. C'est à voir. Je saurais pas te dire. Peut-être que c'est peut-être un niveau de protection qui me donne pas envie d'y croire. Je sais pas, mais là j'ai aucune analyse sur ça. Je saurais pas te dire. Et toi, Bon, John? vas-y Ah, il a John. pas répondu, John. Est-ce que le Ah, vent tourne? on dirait que je parlais qu'à moi. Le vent tourne, je sais pas. C'est comme l'a dit Dave dans les commentaires, ce serait intéressant. C'est vrai que concernant le Real, il y a des choses qui peut-être se passent pas pour d'autres clubs. Ça c'est vrai Mais ça. après, Effectivement. mais après, si on prend par exemple la saison 23-24, il y a quand même une, une force du Real Madrid qui est restée constante toute la saison, c'est la force défensive. Et quand le Real Madrid arrive à avoir une assise défensive solide, il peut aspirer à de grandes choses, honnêtement. Parce que devant, il aura quand même toujours des joueurs qui individuellement pourront créer quelque chose. C'est vrai. Même si en phase de possession, pour moi, je veux dire, ce problème-là, il dure depuis des années. Hein. Et sans véritable attaquant de surface, c'est compliqué d'une part. Ça peut se faire. Comme on le voit, le PSG n'a pas de réel attaquant de surface. Il y a beaucoup de permutations qui se font et au moins, leurs joueurs attaquent la surface quand ils sont proches de celle-ci. Et là, le problème, c'est que nous, là, vous avez parlé de Bellingham l'autre jour. Mais le problème de ce que tu as dit, Sacha, avant, c'est que tu as vu sur l'action là, l'action du but, si Bellingham il n'est pas là, est-ce que tu penses que Mbappé est à sa place sur la frappe de Certainement. Vinicius? Oh, alors Eh là, ben, c'est ça le problème. Tu vois. Donc ça pose un problème. Tu vois. Et je sais pas. Tu vois. Parce que tu regardes aussi, pourquoi j'insiste sur l'aspect défensif, tu regardes la double confrontation contre Arsenal, ils nous mettent 5 buts, mais à l'aller, ils peuvent nous en mettre bien oui, mais plus. est-ce que la saison dernière, c'est pas justement une saison bizarre de transition sur le côté défensif? Parce qu'on sait que ces dernières années, le Real a toujours eu un jeu plutôt défensif, ou en tout cas, c'est toujours bien démené défensivement. Là, la saison dernière, t'as pas recruté défensivement, tu as eu beaucoup de blessures, et là, justement, tu as tout fait pour que ça change avec le recrutement de Carreras, de Hysén, l'arrivée aussi un peu miraculeuse. Toute ta Hein. défense a changé. Ah oui, avec le Alexander Arnold, l'arrivée miraculeuse de Asensio la saison dernière. En fait, le Real, c'est historiquement une équipe qui sait défendre. Et donc moi, j'ai surtout l'impression que la saison dernière, c'est une saison bizarre, une saison de transition où voilà, il fallait bien une saison où bah, défensivement, ça soit plus compliqué. Bah ouais, peut-être. Mais là où Même. c'est intéressant, ce que dit Dave quand il parle de, il y a des logiques qui s'appliquent pas trop à ce club. En fait, j'ose espérer que ces logiques-là, elles étaient là dans l'ère Zidane Ancelotti. Et que maintenant que c'est Xabi Alonso, maintenant que c'est l'équipe de Mbappé, c'est des logiques qui vont Ouais, je disparaître. vois. Parce qu'au bout d'un moment, bah, faut que la roue elle tourne en fait. Genre, déjà j'ai envie, mais même logiquement, la roue au bout d'un moment elle va tourner. C'est impossible de garder ça sur des centaines d'années. Donc au bout d'un moment, ça va changer. Là, j'ose espérer que c'est maintenant, mais il faut pas. Je pense que c'est néfaste de se dire, ah bah ils vont l'avoir, ils vont encore avoir ça, donc on peut plus espérer, tu vois. Bon, on va quand même changer de sujet, parce qu'on a passé beaucoup de Allez. temps là. Bon, à juste titre.
Oui, j'espère aussi Axel, mais je l'espère, mais je l'ai trop espéré. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on sait plus sur quel pied danser. On a passé beaucoup de temps, c'est normal. Maintenant, on va revenir sur qu'est-ce qui s'est passé et surtout, bah, qu'est-ce qu'il faut. On va voir les problèmes et comment améliorer ces problèmes. Je vais commencer, désolé. Euh, Commence. qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question très compliquée. Beaucoup diraient peut-être une sorte de guerre d'ego, une histoire de relâchement. C'est une possibilité, je pense qu'il y en a un peu de ça, mais je pense que le problème principal, c'est flick out, blague. Ah oui, t'as bien fait de préciser. Je pense que le problème principal, c'est que, bah, en fait, comment expliquer ça? Déjà, on a des blessés. Et là, il faut le dire. C'est un peu une excuse, mais elle compte aussi. On a des blessés qui font que. Quand dans ces derniers matchs, t'as pas Juan Garcia, quand t'as pas Lewandowski, Rafinha, Lamine, qui ont limite pas joué de match ensemble depuis le début de saison, presque, bah forcément, ça change. Quand ta défense, ça a été remanié aussi parce que Inigo Martinez est parti, tu l'as pas remplacé. Et qu'à chaque match, tu mets Koubarsi, Araujo, Christensen. Insupportable, Sacha, voilà. Je vous présente Vini. Vini, le chien de Sacha. Oui, il l'appelait Vini, c'est pas une blague. Et bah, il va faire la fin d'El Clasico avec nous, je pense. J'espère qu'il a des avis pertinents. Donc, je disais, il y a beaucoup de problèmes. Euh, ce que j'ai dit, donc, surtout, on est fatigué et on propose toujours le même football énergivore, donc ce qui aide pas du tout. On aurait dû jouer surtout sur le fait que les autres clubs soient fatigués, les autres clubs ont joué la Coupe du Monde des clubs, pas nous, et pourtant on est fort, on aurait dû jouer là-dessus. Là, on est fatigué comme les autres clubs. Quand j'ai regardé les matchs hier, le Real et le Barça, ils se sont relâchés en même temps, au même moment. C'est pas normal. On devrait pas. Pourtant, le Real joue un football assez énergivore et a un meilleur pressing que nous. On est crevé. Le pressing fonctionne pas, on l'a un peu parlé aussi. Le pressing fonctionne beaucoup moins bien que la saison dernière. Euh, pour revenir à ce que je disais au tout début, peut-être que oui, ce match contre l'Inter, où on aurait largement pu, où on aurait dû, c'était ce qui était prévu d'ailleurs avant le but d'Acherbi, bah, se qualifier pour la finale, et ben, il est resté dans notre tête. On sait qu'on peut se qualifier en finale, on sait qu'on a le pouvoir d'aller en finale. Dans ce cas, on néglige un petit peu les matchs. Le pressing et le niveau du pressing, j'ai rarement vu ça. Sur un pressing, il faut qu'il soit parfait, mais là, c'est niveau poussin. Bah ouais, mais est-ce que c'est pas un relâchement de par ta fatigue? Je pense que c'est clairement ça. Pourquoi ce serait différent? Et ensuite, dernier truc, je pense que la tactique défensive commence à avoir son importance. Ce que je pensais quand on commençait à jouer leur jeu, c'est que c'est une tactique qui est très bénéfique offensivement, mais qui amène beaucoup de risques. On a prouvé on était plus fort, on marquait plus de buts que l'adversaire avec cette tactique, donc c'était pas un problème parce que c'est le principe. Mais là, cette saison, bah, c'est ce qui se passe, c'est l'inverse qui se passe. La tactique, elle apporte rien à part du danger. On est en danger. Et sauf que on marque moins de buts que l'adversaire. Cette tactique, elle ne nous aide pas en fait. Cette tactique défensive ne nous aide plus. Et au bout d'un moment, il faut le voir parce que tu sais que dans la communauté, tu disais, John, il y en a beaucoup qui sont assez éveillés, mais ça, pour le coup, il y en a plein qui ne le voient pas. La tactique défensive, elle commence à pêcher. Et c'est normal, ça allait forcément arriver. Le piège hors jeu, c'est quelque chose de connu depuis des années. Donc forcément, au bout d'un moment, les équipes, et même sans ça, les équipes allaient trouver la brèche et on le sent. Donc quand tu vois que comme contre Séville, on prend autant d'occasions, on prend 4 buts, et notamment à cause du hors-jeu, contre Gérone aussi, contre le Real aussi, et qu'on propose rien devant, c'est stérile, parce qu'on n'arrive plus à jouer avec le ballon, bah elle sert à rien la tactique défensive. Alors c'est peut-être pas ce que je changerais tout de suite, mais on va venir après. Mais, c'est un point à aborder, je pense. Désolé peut-être trop parler, mais tu aurais sûrement d'autres choses à dire. Ça Non, va ça être va. intéressant d'avoir l'œil madrilène dessus. John, toi, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Barça a baissé autant de niveau depuis la saison dernière? Bon, déjà, pour moi, si on prend d'un point de vue global, la tactique du hors-jeu, elle ne peut pas être décorrélée de votre pressing. Parce que plus tu presses, plus Lutéo. haut, ouais, mais aussi l'adversaire, il a moins le temps de faire ce qu'il veut quand il veut faire des passes. Donc, c'est possible que la saison passée, par exemple, tu as des adversaires qui voulaient faire des passes vers l'avant, mais ils ne pouvaient pas le faire dans les timings Mais qu'ils voulaient ou comme ils voulaient parce que tu avais de toute façon tout le temps quelqu'un qui était proche de lui.
Là, Pardon, je te coupe, mais cette vas-y. saison, le Real fait un bien meilleur pressing que le Barça et ne joue pas le piège hors jeu et se prend moins de buts que le Barça. Et au contraire, on valorise la défense. Pourquoi c'est différent? Donc, On se prend beaucoup plus de contre-attaques que le Real Madrid. Pourtant, le Real fait un pressing beaucoup plus haut. Et même le Real, j'irai plus loin, en phase de possession, en attaque placée, les défenseurs du Real sont beaucoup plus hauts sur le terrain que les nôtres. Et pourtant, je trouve que oui, oui, non, non. Non, et mais ce que je dis, pourtant, justement, et je trouve que pourtant, votre. vous prenez beaucoup moins de contre-attaques et vous prenez beaucoup moins de buts surtout. Et encore, pourtant, vous êtes, je pense, encore moins bon que nous en attaque placée. Ça veut dire que nous, on est meilleur que vous en attaque placée. On marque pas, on marque moins, on perd des matchs contre vous. Et en plus, défensivement, on en prend plus. Alors que vous jouez un football beaucoup moins risqué défensivement que le nôtre. C'est ça pourquoi vous, ça marche et pas nous. Parce que je pense aussi que vous avez. Flick a fait de sa tactique un dogme et vous n'avez pas forcément de plan B. Tu vois. Ok. À tel point que Koundé, comme ça lui arrive en équipe de France, il a des réflexes, tu vois. Il y a tout autant cette volonté, tu vois, de monter haut. Mais le problème, c'est que là, le pressing des offensifs, il ne suit pas derrière. Et quand tu as un 4-2-3-1, quand tu as les 4 de la première ligne qui sont effacés, bah, tu défends à moins, tu vois. Et ça pose aussi un problème à la construction. Parce que les 4-2-3-1, c'est bien beau. Mais le problème, c'est que quand tu te fais presser comme ça, le double pivot, il a une solution en moins à côté de lui que par exemple si tu étais dans un 4-3-3. Donc il faut savoir se réinventer aussi. Si par exemple tu n'arrives plus à faire le même pressing. Moi je pense déjà que le retour de Rafinha va vous faire le plus grand bien. Mais est-ce que se réinventer ne passe pas justement par changer, ou en tout cas trouver un plan B de cette tactique défensive? En tout cas, diminuer peut-être le piège hors jeu et s'inspirer du Real Madrid carrément. Euh, faut peut-être un peu mettre de l'eau dans son vin, suivant les circonstances, suivant les matchs. Mais aussi, il faudra penser à peut-être arrêter de jouer qu'un 10, mettre Casado et laisser Pedri et Frenkie. Ça, c'est quelque Et chose qu'on a pas mal abordé sur la chaîne, notamment avec Dave, justement. C'est pour ça qu'il dit merci 4-3-3. Effectivement, c'est une des possibilités. Le match contre Gérone, malgré ça, a été une catastrophe, mais on va pas juger sur un match. On va attendre la suite. Mais c'est effectivement une des possibilités. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de passer à Sacha? non, je pense que ça va se faire naturellement. Il faudra que Flick y trouve des réponses à ça. Mais lui, il a quand même mis le doigt sur quelque chose depuis le début de la saison, c'est l'implication collective et les égos, tu vois. Et s'il le fait, pour moi, c'est pas anodin. Sacha. Alors déjà, je crois qu'on va devoir organiser la rencontre Dave John parce que là, il est en furie dans les commentaires, Dave. Non, sinon, Des mots bah sur ces franchement, mots. comment? Des mots sur ces mots. Sinon, vous avez un petit peu tout dit et je suis d'accord avec vous. Il y a un point, je sais plus si tu l'as dit, Axel, j'avoue, mais je pense que les joueurs du Barça, physiquement et mentalement, commencent à être dépassés. C'est-à-dire que jouer autant de matchs tout le temps avec la même tactique, qui est une tactique très énergivore, parce que concrètement, Koundé, par exemple, il se repose jamais dans un match. Il n'y a aucun moment où il se repose. Il doit toujours être concentré à s'il n'y aura pas de contre-attaque, à, comment dire, comment il va aider la mine devant. Très offensivement. Ouais. Voilà. Donc, alors encore aussi pour les attaquants et les milieux, mais surtout pour les défenseurs, je crois que c'est très dur. Koubarsi aussi, je le ressens un peu chez lui. Et puis même mentalement, dans le sens où oui, ça t'en as un petit peu parlé. Au bout d'un moment, quand tu joues euh, 60 matchs, et donc là, depuis le début de saison, il y a eu peut-être une quinzaine de matchs, donc en tout, ça fait à peu près 75. Quand tu joues 75 matchs, bah tu peux pas tous les prendre à la même importance. Tu peux pas les prendre un par un. Il y avait la saison dernière ce truc du Barça où tu reconstruisais et tu prenais vraiment chaque match un par un. Tu pensais pas au prochain gros match, tout ça. Cette saison, c'est pas trop le cas. Cette saison, j'ai l'impression que, et c'est comme tu l'as dit et comme on en a déjà parlé, tu es un peu projeté déjà sur les gros matchs de Ligue des Champions de avril-mai. Et donc, tu as plus de mal en Liga, par exemple, face à Séville, face à Gérone, comme ça, c'est vu. Et au final, bah, même face au Real, du coup, parce que quand tu es dans une mauvaise forme, tu es dans une mauvaise forme.
C'est vrai aussi que ça, c'est la chose la plus obvious, mais c'est vrai qu'il est blessé quand même, ça a son impact. Si Rafinha est là hier, c'est peut-être pas le même match, parce qu'il est sûrement décisif au moins une fois. Euh, Si Johan Garcia alors est là hier, je sais pas, mais s'il est là, c'est peut-être pas la même chose aussi, parce que il apporte un peu plus de sérénité que Chesney quand même. Juan Garcia, il arrête le premier but de Mbappé. Euh, Peut-être. Il a Je arrêté sais la même action contre Newcastle, si je peux me permettre. Qui Ah était en ouais? jeu, certes, mais du coup, justement, c'est encore plus valorisé. Bon, mais c'est Après, pas la même après action, est-ce que t'abuses. lui arrête le penalty? Ça, c'est une autre Ah, question. c'est une autre question. Mais donc, voilà, t'as quand même les blessés. Puis ensuite, c'est vrai aussi que là, t'as pas de banc du tout. Et quelque part, par exemple, quand t'as Gavi qui est blessé, alors, sur le papier, on a l'impression que c'est pas trop chiant parce que ça y est, c'est pas un titulaire. Je veux dire, ses dernières performances. Alors avant, les matchs amicaux étaient pas trop mal, mais ses dernières performances étaient vraiment pas dingue dingue. Mais finalement, en fait, maintenant, au milieu, sur le banc, t'as Casado. Casado, ok, il était déjà là même quand il y avait Yavi. Et Bernal, Bernal qui, bah c'est compliqué quoi. Il a 18 il ou a un statut bizarre, ouais. il s'est fait les croisés, euh, il prend des bouts de match par-ci par-là, mais c'est compliqué, tu vois, d'arriver dans un classico et de te dire que ton remplaçant au milieu c'est Bernal. C'est un Cadro peu en 10, compliqué si en ce jamais. moment. Qui? Cadro aussi. Ouais, mais c'est pareil que Bernal en Ah oui, vrai. ouais, ouais, C'est ouais. compliqué d'arriver dans un classico et de te dire que tu vas faire jouer ces gars-là, bien qu'ils soient talentueux. Donc voilà, il y a les blessures aussi, et sinon, je pense que vous avez tout dit. Bah, Euh, avant de passer aux solutions, il y a aussi un truc qu'on oublie beaucoup, mais c'est que bah, Flick, il fait avec ce qu'il a, hein, et qu'il n'a pas grand-chose quand on réfléchit bien. C'est que beaucoup de joueurs là qu'on estime très forts, notamment bah, l'exemple plus frappant, c'est Rafinha, bah, c'est Flick qui l'a créé un peu quelque part. c'est vrai. C'est Flick qui l'a fait. Ça veut dire qu'à la base, si on regarde bien l'effectif de juste avant qu'il arrive, c'est un peu le même. Et c'est lui qui a transformé cet effectif. Et donc C'est très très bien, hein. ça veut dire que, pardon? Non, si tu regardes l'effectif au moment où il arrive, c'est très très mid. Bah, c'est quasiment le même surtout, en plus. En Donc, plus. ça veut dire que il fait avec ce qu'il a. Faut pas oublier que le club n'a pas fait un gros mercato. Le club est toujours en galère. Que Flick, c'est pas de sa faute dans le sens où, bah, au bout d'un moment, lui, il fait comme il peut. Et ça, on a tendance à l'oublier. On pense que le Barça, c'est un excellent, est redevenu un club de l'élite. Que dit Dave, ça me perturbe. Merci Axel. Le fond du problème, pareil sous Xavi, le club est toujours malade, ne pas l'oublier. L'année dernière, c'est une super performance. Oui, est-ce que même l'année dernière, c'est pas une super, une surperformance? Ok. Mais c'est ça justement que j'allais dire. Est-ce que c'est pas une surperformance? Bah, ce qu'on voit avec ce début de saison, c'est qu'on se demande, on se dit peut-être que oui en fait. Le Barça a surperformé, que c'était pas son niveau global et que là forcément la deuxième saison elle arrive, il faut que tu confirmes ça. Bah, c'est plus dur parce que c'est pas des joueurs de haut niveau et t'as pas su de ce niveau-là à tenir sur la durée et que t'as pas su compléter cet effectif. Voilà, je pense que Bah, c'est est-ce quelque que chose. tu te souviens la première preview, la premier épisode de Chronique Liga, on disait un petit peu que euh, c'était peut-être mieux pour le Barça de pas avoir gagné la Ligue des Champions finalement parce que là on retrouverait l'énergie. Mais est-ce qu'au final là le Barça fait pas le début de saison qu'on imaginait de si le Barça avait gagné la Ligue des Champions un petit peu? Est-ce que, est-ce que je l'ai déjà dit? Je crois que je l'ai déjà dit il y avait un peu une question, je crois que c'était sur Chronique Liga que je l'avais dit où bah, j'avais l'impression cette dernière que c'était quand même euh, L'année ou jamais. c'est ça, exactement. Que tu serais moins bon la saison d'après et que tu as moins de risques de la prendre. Et donc, en fait, autant la prendre sur cette première saison. Surtout qu'on avait les questionnements de Flick la deuxième saison, on ne sait pas comment il est, etc. Donc, ouais, je crois, il me semble que je l'ai déjà dit dans un classico ou dans un chronique Liga, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il me semble que j'ai Ouais. déjà dit. Et donc, ça coïncide avec ce que tu dis. Est-ce que vous avez des idées de solutions pour ce Barça-là dans ces prochaines semaines, ces prochains mois, messieurs? Il y a quelque chose que vous ne pourrez pas résoudre à court terme. C'est l'absence d'Inigo Martinez. Et ça, on n'en parle pas assez. En termes de leadership, qualité défensive, Koubarsi, il est bien mignon, mais voilà, il est encore Est-ce jeune. que Koubarsi, il n'a pas besoin à cet âge-là, dans ce poste-là aussi crucial et qui demande autant de maturité, il n'a pas besoin aussi de quelqu'un d'aussi expérimenté à côté de lui? Est-ce que c'est pas Inigo Martinez qui a aussi fait en partie Koubarsi? D'ailleurs.
Bien sûr, mais c'est Donc, logique. ben La ouais, suite logique c'est le du football, de toute processus. façon. Tous C'est le les joueurs football. ont un mentor, bien sûr, oui, bien Oui, sûr. c'est Il ça. n'y en a aucun qui se Et fait tout c'est seul, logique quoi. À parce que part Messi, Ronaldo et encore. Donc, quand tu regardes le nombre de matchs qu'a joué Inigo Martinez dans sa carrière, ça relève de la logique la plus élémentaire. Et c'est pour ça que son départ vous a fait mal. bah, j'étais pas contre moi à la base son départ. Après, c'est les circonstances qui fait qu'il part déjà librement. On touche pas d'argent dessus et qu'on ne recrute pas derrière un défenseur de grande classe, ce qu'on aurait dû faire après une saison comme ça à Barcelone. Bah, c'est vrai que c'était relou. Même si de base j'étais pas contre, je pense que le meilleur joueur pour le remplacer c'est Christensen et parce qu'il a l'expérience aussi, parce qu'il est très intelligent, parce que pour moi, déjà pour moi c'est le défenseur ultime dans ce système de jeu défensif où il est intelligent, il est dur sur l'homme. C'est genre pour moi c'est vraiment presque un Koubarsi expérimenté. Peut-être pas le même niveau, le même talent, mais c'est un Koubarsi expérimenté. Donc c'est celui-là que je voulais. Mais je comprends, t'as raison Dave, Dave pardon, t'as raison John de le dire. Est-ce que t'as d'autres solutions, pardon? Bon, maintenant, il va falloir que Rafinha revienne, comme je l'ai dit. Et Christensen, il est encore là? Qui ça, j'ai pas entendu. Christensen est là? Bah là il est blessé là. Il revient quand? Bah je crois qu'on n'est pas sûr, c'est une sorte de mini rechute, on comprend pas trop ce qui se passe. Moi j'essaie de comprendre, mais c'est un peu On bizarre. comprend jamais ce qui se passe avec lui, je crois. Ouais, C'est ouais, bizarre, hein? C'est bizarre. Et il va falloir aussi que Flick mette les points sur les i par rapport, avec certains joueurs par rapport à leur rendement. Et à commencer pour moi avec Koundé Yamal. Koundé Yamal, je pense que. Mais pas en étant dénigrant, simplement en leur disant que voilà, le fait qu'ils soient à leur meilleur niveau est indispensable pour que l'équipe performe, tout simplement. Et que voilà, on attend plus. Mais maintenant, lui, il doit aussi se remettre en question tactiquement, avec, comme je l'ai dit, ce 4-2-3 ou 4-3-3. Et aussi, il doit aussi être capable de faire évoluer sa tactique au fil d'un match. Au fil d'un match. Donc, si quelque chose ne va pas, tout d'un coup, tu repasses en 4-3-3 plutôt qu'un 4-2-3-1, ou tu changes quelque chose, suivant l'adversité, suivant la configuration du match. Ça, il doit en être capable. Sacha, des solutions? Ce que je vais dire, ça va pas te faire plaisir, Axel, hein. Faut vendre Yamal. Non, mais au moins je peux me tromper. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a pas trop de solutions. J'ai l'impression qu'il y a pas trop de solutions, que la solution que en fait là ça comment dire? Il est En entre fait, les mains de Dieu, c'est quoi. vraiment que j'ai l'impression que les joueurs sont dépassés physiquement, mentalement. J'ai l'impression que si ça continue à perdre des matchs, parce que là, c'est la troisième défaite en un mois et c'est pas fini, ça continue à enchaîner. Vous avez Elche, prochain match. Alors attention, ça paraît simple, mais moi je pense qu'il faut faire attention à ce match face à Elche. Non, c'est la meilleure équipe de Liga pour moi. Ensuite, vous avez Celta Vigo là-bas. C'est dur pour vous. Bilbao là-bas aussi. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est là-bas. Donc là, c'est pas fini. Attention à ce que les joueurs perdent pas un petit peu confiance en le style de jeu de Flick. Moi, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à me projeter. Les joueurs sont dépassés physiquement, mentalement. Donc Koundé, c'est le meilleur exemple, mais il y a d'autres joueurs. Euh, En fait, j'ai l'impression qu'il y a pas trop de solutions et que ça va être très compliqué. En fait, en termes d'énergie, vous êtes au plus bas. Donc, la solution, ce serait en gros de retrouver votre énergie, de retrouver cette énergie. Mais comment tu la retrouves? Bah, je vois pas trop. Moi, comment tu la retrouves, c'est à la fin de la saison, après des blessures, après une petite rupture, euh, t'as peut-être, ou pas, hein, mais peut-être un nouveau coach qui vient. Comme par exemple, bah, tu vois ce qui s'est passé avec Flick. Voilà, la fin 23-24, ta saison, elle s'est finie mi-avril. Donc, les derniers matchs, t'as soufflé. T'avais eu les blessures de Araro, de Jong, puis de Pedri à l'Euro. Ensuite, quand Flick il est arrivé, il a installé des nouveaux joueurs, donc des joueurs qui n'étaient pas vraiment fatigués, quoi. Je pense à Casado, Bernal les premiers matchs. Euh, il a installé un système nouveau, il a mis des joueurs dans des nouveaux rôles, donc ça, tu vois, rien que ça remet de l'énergie dans une équipe en fait. Un coach qui arrive et qui change beaucoup de choses. Euh,
Là, récupérer cette énergie-là comme ça au milieu de saison, je te cache pas que je vois pas trop comment. Mais Flick a prouvé qu'il savait nous surprendre, alors pourquoi pas? Je comprends ce que tu dis et c'est vrai que c'est une possibilité de ce qui peut arriver. En plus, ça irait dans le sens de le vent a tourné, c'est pour le Real maintenant cette saison, tu vois. Donc je comprends ce que tu dis, c'est vrai que c'est une possibilité. Après, bon, je vais pas dire ça, moi je suis obligé de trouver des solutions en fait. Ah oui, mais c'est normal. Je suis obligé d'amener des petites solutions juste à mon échelle. Déjà, je testerai un peu plus le 4-3-3 de Dave parce que, comme John, C'est Dave qui l'a inventé. ouais, pour moi, c'est le sien. C'est son 4-3-3. Comme John l'a bien expliqué aussi, bah, c'est une question de se réinventer. Le 4-3-3 amènerait, déjà, enlèverait un point d'interrogation. En plus, il part. Là, je lui rends hommage, il part. Enlèverait, euh, enlèverait l'interrogation du numéro 10. Ça te rajoute un 8, peut-être un 6 avec Casado. Donc, tu vas avoir peut-être ce côté où Olmo, Fermin irrégulier, bah, tu auras plus ce problème-là. Défensivement, ce sera peut-être plus facile avec bah, un joueur moins offensif, puisque tu le ramènes, le 10, il passe en 6 en fait. Donc tu auras un joueur défensif. Ciao Dave, merci d'avoir aidé là. Donc défensivement, c'est déjà plus facile pour toi, alors on sait que tu as des problèmes. Et, euh, donc oui, tester ce 4-3-3 là parce qu'il le faut. Il y a aussi peut-être le carré magique avec un milieu comme Fermin que tu mettrais ailier gauche, comme Gavi qui a déjà joué ce rôle et tout. Donc t'aurais quand même une supériorité numérique au milieu de terrain. Donc il y a des choses à tester. 4-3-3. Il y a aussi le retour des blessures en vrai comme solution. Hein, à voir ce qui va se passer quand les joueurs vont revenir de blessure. Rafinha, Lewandowski, Juan Garcia, bah, c'est pas rien non plus. Hein. C'est quand même de gros joueurs. Juan Garcia, peut-être même d'ailleurs que c'est le cache-misère de ce début de saison. Hein. Les questionnements sur le Barça, on se les pose maintenant et peut-être aussi après Séville et après Gérone, qu'on gagne quand même. Mais c'est des questions. Pourtant, je pense que le Barça était la même équipe. C'est juste que Juan Garcia te sauvait pas mal de matchs. Notamment Vallecano, par exemple, où tu fais 1-1, c'est uniquement grâce à Juan Garcia. Donc, Newcastle aussi, c'était pas mal. Donc, il y a le retour des blessures, il y a le passage en 4-3-3 qu'il faut tester. Il y a aussi, bah, comme j'en ai parlé un petit peu, bah, essayer de changer sa tactique défensive et c'est peut-être s'inspirer du Real parce que le Real, ils gagnent leurs matchs contre les petites équipes. Ils ont limite pas de mal à les gagner alors qu'ils sont pas incroyables. Donc, bah, au bout d'un moment, il faut s'inspirer des meilleurs et si les meilleurs dans ce domaine, c'est le Real Madrid, on s'en inspire, c'est pas grave, il y a pas de honte à ça, au contraire. Peut-être qu'on peut même dire que eux, à la base, là, ils s'inspirent de notre style de jeu. On peut faire la même chose, en fait. Voilà. Mais par contre, je pense que le changement de tactique défensive, il doit avoir lieu en dernier recours. Parce que c'est quand même quelque chose qui t'a fait gagner. C'est quelque chose il faut un peu que tu respectes. Parmi tout ce que j'ai dit là, je le mettrai à la fin, quoi. J'attendrai le retour des blessés, je testerai le 4-3-3. Et si vraiment malgré ça marche pas, on a toujours du mal, bah là, oui, faut voir la tactique défensive parce qu'elle te fait même plus gagner offensivement. Alors à quoi elle sert à part te créer des solutions compliquées en défense? Bah pas grand-chose. Donc il faudrait revoir ça. Et donc ça viendrait dans totalement une refonte un peu du style de jeu flickien. Et c'est vrai qu'on se dirige vers un problème où si, comme Sacha dit, il n'y a pas de solution, bah, Hansi Flick, fin de saison, c'est vraiment terminé, quoi. On se dirige vers Hansi Flick où bah, il a vraiment réussi sa première saison. Et deuxième Ça n'est saison, pas content. ouais, j'ai l'impression. Mais deuxième saison, tu fais. C'est pas ce que je veux, hein. C'est pas ce que je veux. C'est ce qui va peut-être se profiler. Hansi Flick, qui rate cette deuxième saison. Tu fais saison blanche face au Real, qui vient d'avoir son nouveau coach. Bah, alors qu'il y a les élections qui arrivent en plus à Barcelone, attention. Le- Vraiment attention. Et puis si Flick n'arrive pas à se réinventer là, à se rattraper un petit peu, est-ce qu'il y arrivera lors de sa troisième saison? Ça dépendra évidemment, et c'est une des solutions aussi, que je voulais amener, bah, du mercato de 2026. Le retour du X. Aïe, aïe. Xavi, Xavi contre Xabi. John, t'étais vraiment pas content. Non, alors, ok, t'as bien fait de préciser que c'est pas ce que tu souhaites, mais il faut rester sérieux. Le gars, avec ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Mais t'es fou, je suis amoureux de lui, moi, t'es fou ou quoi? Voilà, C'est donc mon deuxième père, Hansi pour Flick. moi, Déjà, il ils se peut ressemblent en pas, plus. Ok. si Laporta le fait sauter sans que lui ait eu un minimum de mercato, c'est ridicule. Ce serait ridicule, d'autant plus qu'on a donné beaucoup plus de temps et de crédit à des entraîneurs qui nous ont donné beaucoup moins.
Voilà. Donc le gars, il passe pas loin d'un quadruplé historique la saison dernière. Là, il y a une saison en cours. Il l'a fait, le Euh, quadruplé. hein? Il l'a fait, le quadruplé. Il manque juste avec des champions, mais quadruplé national, il l'a fait. Mais non, c'est triplé national. Bah Ah oui, bah, Super Coupe d'Espagne, Liga et Copa. bah ouais, mais attends. Il manque un truc alors. Bah non. Ok, je me suis trompé, pardon. Je Voilà. pensais qu'il manquait un truc en Espagne. Non, c'est ça, hein. Gamper ou bien. Je suis juste fou. Le trophée Gamper, peut-être, je sais pas. Ah bah voilà. Ah non, on n'a même pas gagné. Il a même pas gagné. En plus, quoi. Ouais. Ouais. Tu vois, donc à un moment, si justement il avait eu des recrues et que la production aurait été insuffisante, là oui, là tu peux dire quelque chose. Mais pas dans ce cas-là. Moi je suis désolé. Après, il faudra peut-être aussi penser, tu vois, à donner plus de protagonisme à Bardji et finir comme le match, la manière dont vous l'avez fini, c'est-à-dire Yamal en 10 et Bardji à droite. Ça c'est aussi une variante qui, moi, me plaît beaucoup pour vous, un peu moins pour nous. Mais après, de toute façon, par rapport à Flick, pour moi, tu peux pas le virer avant qu'il ait une saison avec un mercato où il a au minimum 2 profils que lui veut. Même pas de nom, mais qui dit je veux tel profil et puis voilà, on me donne ça. Tu vois. Mm. Et pour moi, ce serait vraiment dommage. Surtout, et je répète encore une fois, surtout quand tu lui fais partir Inigo Martinez comme tu l'as fait partir. Non, faut rester sérieux, Axel, sérieusement. Et si Ouais, Laporta fait ça, c'est juste pour sauver sa tête, pour trouver un bouc émissaire. moi, je suis d'accord avec toi, hein. Mm. Moi, je veux pas qu'il parte. Moi, je suis amoureux de Hansi Flick. Et la première saison qu'il nous a proposée, tu peux lui offrir 3 mauvaises en remerciement avec tout ce qui s'est passé presque. Donc forcément, moi, je suis d'accord avec toi. Mais au bout d'un moment, avec les élections qui arrivent, tu fais saison blanche, le club retrouve, enfin, en tout cas, estime avoir retrouvé le grand de grands clubs. Est-ce que le club peut encore se permettre de garder un entraîneur, ça marche pas? Je sais pas. Moi, je le garde, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais je sais pas si ça va être le cas. Et puis aussi pour faire venir qui? Tu veux faire venir Xavi, là, sur arrête. le marché, Il y a t'as Ten Hag. Terzic, t'as Ten Hag, Il t'as y a le Spalletti, X. Le Arrête! grand X. Il y a Zidane aussi sur le marché. t'as Laurent Blanc maintenant aussi qui est sur le Ouais. marché. T'as Laurent Blanc, si Il y a jamais. Ah non, il y Et, a pas et- Ancelotti. Il y qui a a joué au Tudor Barça d'ailleurs. maintenant. On l'a appris dans le Il y a, Classico, il y a Tudor. il y a Tudor. Ah! Ah, la Et vibe Tudor, j'aime bien, moi. non, et je voulais dire aussi, par rapport aux modifications, est-ce que toi, bon, ça, moi, je pense que hier soir, par exemple, le profil de Lewandowski vous aurait été utile par rapport à son jeu de haut but. Voilà. Donc peut-être que lui, quand il va revenir, ça va être aussi, ça, il va aussi vous permettre de jouer différemment. Mais après, se pose la question, s'il n'est pas renouvelé la saison prochaine, vous faites quoi? Vous prenez un Vlahovic gratuit? Bah là, euh, bah là, la grande question du mercato, c'est le neuf, hein. Le Barça a toujours dit, a déclaré qu'ils étaient sur un neuf l'année prochaine. Et les deux, il y avait Isaac, maintenant il est parti à Liverpool, ça va être compliqué. Et le nom principal, là, c'est Juan Alvarez maintenant. Mais bon, il ouais, faut des mais sous, hein. Il faut Bonne du chance. fair play, hein. Bonne chance. Julian Alvarez, bonne chance parce que déjà, vous devez recruter un défenseur. Et Déjà à qu'on moins que ouvre vous, le stade pour avoir des recettes déjà avant de, avant de Déjà. passer à Juan Alvarez. à moins que vous en recrutiez un défenseur libre, financièrement, ça me paraît quand même compliqué de faire Julian Alvarez, mais on ne sait jamais. Il me semble que ce que j'entends, les noms que j'entends le plus, c'est Schlotterbeck et Juan Alvarez. Ah bah Donc, oui, c'est des bonnes pistes, clairement. après, forcément, on parle toujours du mieux et après, quand c'est le moment de payer, c'est plus compliqué. Merci Merci. de nous avoir écouté 1 heure et demie de Del Classico. Je pense que c'est le plus long qu'on a jamais fait, mais il y avait des choses à dire. Le mec Harry, c'était long aussi. Mais je crois qu'il durait pas du tout 1 heure et demie. Il était à 1h05 ou 1h15 max, mais 1 heure et demie, c'est vraiment très long. Je crois qu'il Mais, était pas loin. bah, va vérifier et laisse-moi tranquille. Vas-y. Merci bah, à toi, Sacha, de m'avoir accompagné comme d'habitude. Un grand merci à John d'être venu pour cette édition. John, que vous verrez, je crois qu'on l'a déjà dit, mais que vous verrez quand même beaucoup plus souvent sur El Clasico parce que ça nous fait kiffer. Et comme vous avez compris le principe, maintenant la chaîne, c'est une chaîne avec plusieurs concepts, dont Chronique Liga, qui est animée par John. Ça peut changer, mais en tout cas, le principal animateur, c'est John. Et, euh, et le dernier que je vous invite à aller voir, on parle de la Roja. Très intéressant et encore d'actualité aujourd'hui, de toute façon. Surtout avec ce classico, quelque part. Il y a peut-être même plus d'actualité encore.
Donc, allez le voir, ça fait plaisir. Même les autres chroniques Liga. Et merci aussi les gars. Merci à Dave d'avoir Merci. été là et d'avoir donné de la force en animant les commentaires. Merci à Vini d'avoir fait son apparition sur la chaise. Très pertinente, hein, cette apparition. Il m'a ouvert un peu les yeux. Il m'a bluffé, il Le m'a Real. bluffé. Moi, je pense que j'hésite un peu à supporter le Real après son apparition parce qu'il était vraiment très convaincant. Ça m'a donné des envies de Maison Blanche. Mais ça, on verra plus tard. Et passez une excellente soirée. Ciao, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, celui avec Harris, il durait 1h43. Bon, adieu.